je suis Jean-François, un curieux et je pose des questions de médecine. Bonjour, je suis Diane de la Clergerie, je suis médecin et le plus important pour moi, c'est de pouvoir aborder ici tous les sujets de santé sans aucun jugement. Il y a 2 semaines, nous avons sorti la première partie de notre épisode spécial consacré au management de l'hôpital, en compagnie de Lucas Lachambre, élève directeur d'hôpital, et de Diane de la Clergerie, notre médecin que vous connaissez désormais. Place donc à la seconde partie, très bonne écoute. Les faire dialoguer, les mettre en tension, et pas les opposer en fait. Il faut les faire se rencontrer et c'est pour ça que c'est important de vraiment créer un dialogue en fait entre le monde médical, le monde infirmier, le monde administratif de l'hôpital. Ouais, c'est tout à fait ça, c'est l'action collective dont tu parles, qui est donc très importante. Et justement, aujourd'hui, il est de plus en plus question de leadership partagé, à la fois donc entre la direction de l'hôpital et les soignants, mais aussi de plus en plus avec des patients. Est-ce que tout ça, c'est aussi abordé à l'UHESP? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bon, là encore, je parle en mon nom propre et avec mon expérience, mais c'est une vraie question qui est comment on décide à l'hôpital, qui est une méga structure avec des prises de décision permanentes, des dizaines de projets constamment. C'est une question qui a beaucoup fait débat ces dernières années, notamment sur est-ce que ça devrait être les médecins qui dirigent l'hôpital. Moi, alors pour avoir discuté avec pas mal de médecins, et tu me diras ce que tu en penses, Diane, mais je pense pas que les médecins veulent diriger l'hôpital. En fait, ils ont été formés en médecine, ils veulent soigner des gens, ils veulent bien les soigner. Donc, ils veulent contribuer aux décisions à l'hôpital, et ça, c'est tout à fait normal. Mais je pense pas qu'ils veuillent diriger l'hôpital. D'ailleurs, le concours, comme je le disais, il est ouvert à toute personne en France. Donc, en soi, un médecin qui veut passer le concours de directeur d'hôpital peut le faire. Et ce qui est d'ailleurs drôle, c'est que finalement, il y a plus d'anciens infirmiers et infirmières qui passent le concours que de médecins. Donc je trouve que c'est intéressant de poser cette question de comment décider à l'hôpital. Mais je ne pense pas que la solution, ce soit de dire il faut que les médecins dirigent l'hôpital. Aujourd'hui, la vie du directeur d'hôpital, c'est vraiment du dialogue permanent. C'est-à-dire que quand on prend l'agenda d'un journalier d'une direction d'hôpital, c'est des rencontres permanentes avec des médecins, avec des chefs de service, avec des infirmières, avec des cadres de santé, avec des agents logistiques, etc. C'est vraiment du dialogue permanent. Alors forcément, l'hôpital, comme c'est une méga structure, c'est des milliers d'agents. Chaque agent individuellement ne voit pas la direction quotidiennement. Ça, c'est impossible. Mais au même titre que dans une entreprise de 2600 agents, on voit rarement le big boss au quotidien. Mais finalement, ça ne veut pas dire que la direction ne voit jamais d'agents. Au contraire. Donc, il y a évidemment un vrai travail de co-construction à faire avec les médecins. Et ça, c'est prévu d'ailleurs par la loi. L'hôpital, chaque service a un chef de service. Les chefs de service sont réunis dans ce qu'on appelle la commission médicale d'établissement, qui est une commission qui rassemble tous les chefs de service ou presque, dans laquelle sont discutés tous les projets de l'établissement. Il y a un dialogue permanent avec la direction. Et cette commission élit un président de commission qui est en dialogue permanent avec la direction. Donc ce dialogue-là, il est prévu par la loi. Alors évidemment, il marche plus ou moins bien selon les établissements, mais de manière générale, c'est quand même très constructif. Par contre, c'est vrai qu'il y a un vrai besoin, je pense, de renouveler ces espaces de dialogue, notamment pour intégrer plus largement et surtout pour intégrer les jeunes. Aujourd'hui, nos espaces de dialogue sont beaucoup centrés autour des chefs de service. Et je pense qu'il y a un enjeu à essayer de renouveler ces modalités-là, notamment en créant des groupes de travail sur des thématiques qui ne sont pas forcément uniquement organisationnelles sur le soin, mais sur plein d'autres enjeux. Et on voit de plus en plus, par exemple, apparaître des groupes de travail sur les enjeux environnementaux. Et dedans, on implique à la fois les agents administratifs, les soignants, les médecins, les agents logistiques. Et en fait, ça permet à tout le monde de se retrouver autour d'une table, de discuter et de gommer des oppositions de principe qu'on a parfois traditionnellement. Donc, il y a un vrai enjeu à associer nos personnels médicaux, mais en même temps, c'est très complexe parce que, évidemment, eux, ils sont intéressés pour participer, mais leur priorité, ça reste leur travail clinique. Et en fait, il faut réussir à les associer sans trop leur prendre de temps aussi, parce que la priorité, ça reste, mine de rien, de soigner les patients. Ensuite, il y a un enjeu, au-delà d'intégrer seulement les médecins dans la prise de décision,
à intégrer les autres agents. Alors ça passe beaucoup par les cadres de santé qui sont en fait les chefs entre guillemets, des infirmiers et des aides-soignants. Mais c'est aussi trouver des modalités pour intégrer nos agents, pour co-construire des choses de manière directe avec eux, sans passer par la hiérarchie intermédiaire. Et moi, je crois beaucoup à l'utilisation du design thinking, qui est en fait une méthode de conduite de projet, où on repart de l'utilisateur, du terrain, pour essayer de comprendre le vrai problème et trouver ensemble des solutions qu'on va tester. Ça va peut-être pas fonctionner, on va tester une nouvelle solution et on va tâtonner jusqu'à trouver la solution finale qui est la meilleure. Et moi, je crois beaucoup dans ces approches-là, où en fait, ça permet de gommer les hiérarchies et de se mettre tous autour de la table et d'avoir une approche très, très constructive pour résoudre les vrais problèmes. Bien sûr, il y a un travail aussi à faire avec les partenaires sociaux qui sont extrêmement importants à l'hôpital. Alors là encore, il y a des établissements où ça se passe très bien, où c'est très constructif, c'est apaisé. Il y a des endroits où c'est plus conflictuel, parfois à juste titre, parfois moins. Mais voilà, il y a un vrai dialogue à mener avec les partenaires sociaux. Et puis enfin, c'est ce que tu mentionnais, Diane, il y a un vrai enjeu aussi à travailler avec les patients. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment été oublié pendant très longtemps. C'est comment associer nos patients dans la prise de décision. Et en fait, quand on ne les associe pas, on perd énormément. On prend plein de décisions qui finalement vont conduire à des projets qui ne servent à rien, dont les patients ne s'emparent pas. C'est comme ça qu'on se retrouve parfois à créer des applications, des super applications pour faciliter la vie du patient, sauf qu'en fait, on ne l'a pas créé avec le patient. Et du coup, personne s'en sert. Donc on a dépensé de l'argent, on a dépensé du temps pour qu'au final, ça ne serve à rien. Comment faire pour ça? Donc déjà, on a des représentants des usagers dans les hôpitaux. C'est des personnes qui sont représentantes d'associations, qui ne sont pas élues par les patients. Donc ce n'est pas un processus démocratique, mais c'est des gens qui représentent des associations et qui sont là pour porter la voix des usagers. Donc c'est quelque chose qui existe déjà. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut développer. Il y a le partenariat patient, par exemple. Donc c'est prendre des patients qui ont envie de s'impliquer dans la vie de l'établissement et qui vont contribuer de manière différente, soit pour faire ce qu'on appelle de la pérédance, c'est-à-dire que, par exemple, un patient qui a eu une patiente qui a eu un cancer du sein, par exemple, qui va intervenir dans un service pour accompagner des patients qui sont actuellement en parcours de chimiothérapie, par exemple, pour faire part de son expérience, pour créer des espaces de dialogue, par exemple des cafés entre patientes, pour faire du partage d'expérience. Ça peut être aussi le chef du service qui mobilise un patient partenaire pour travailler ensemble des flyers. Parce qu'un flyer qui n'a pas été pensé avec un patient, c'est potentiellement un flyer qui ne donne pas les bonnes informations, qui ne les organise pas bien, qui utilise des termes trop complexes ou complètement à côté des attentes réelles. Et puis enfin, on peut aussi mobiliser le design thinking, là encore. C'est comment est-ce que je repense mon circuit des urgences, par exemple, en mettant à la fois des agents logistiques autour de la table, des agents des urgences, des patients, pour ensemble essayer de voir comment on peut avoir un parcours qui est fluide, qui est rassurant, qui n'est pas angoissant. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses dont il faut s'emparer pour qu'en fait la prise de décision à l'hôpital et la construction des projets ne soit pas uniquement entre les mains de la direction, mais de toutes les communautés hospitalières, en fait. Oui, merci beaucoup pour ton approche pluridisciplinaire qui est effectivement primordiale à l'hôpital. C'est vrai que là, moi, je suis au contact de pas mal de patients partenaires en ce moment et ce qui revient souvent, c'est le fait qu'ils ne sont pas inclus au départ des projets. Et quand on veut faire un projet à l'hôpital, en général, c'est quand même pour le patient. Ça lui est destiné. Donc, si on ne l'inclut pas au départ, on ne va pas connaître ses besoins. Et en fait, c'est inutile. Et si c'est juste pour que ça soit une étiquette marketing avec patient partenaire, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est vraiment bien que tu en parles. Et alors, il y a une autre notion qui nous est chère dans ce podcast, puisque dans JEQD, je rappelle qu'on fait donc avant tout de la santé publique et de la prévention. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un contexte avec les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc., qui sont en grande partie dus à des facteurs sociétaux, environnementaux, à notre hygiène de vie aussi, qui sont donc des facteurs qu'on peut modifier, sur lesquels on peut agir, d'où l'importance d'informer le plus possible.
Et voilà, je voulais savoir aussi comment la prévention est approchée donc à l'EHESP et si ça a une importance, etc. Alors, l'hôpital a été pensé très clairement en termes curatifs. C'est-à-dire qu'en fait, l'hôpital a été pensé comme un endroit où on soigne les gens qui sont malades et pas du tout comme un endroit où on prévient les maladies et où on crée un environnement favorable à la santé. Aujourd'hui, on se rend compte clairement que c'est pas soutenable, à la fois en termes de flux, c'est-à-dire qu'en fait, plus on laisse les gens tomber malades, plus on a de gens qui viennent à l'hôpital, et donc plus l'hôpital est surchargé. C'est pas soutenable non plus en termes financiers, puisqu'en fait, soigner quelqu'un qui est malade coûte beaucoup plus cher que d'éviter qu'il tombe malade. Et c'est pas soutenable non plus en termes écologiques, puisqu'en fait, le soin a un impact écologique parce qu'on utilise des médicaments, parce qu'on utilise des produits de santé, parce qu'on fait venir des soignants à l'hôpital, parce qu'il faut chauffer l'hôpital, etc. Donc clairement, ce modèle curatif, il est dépassé, il n'est pas soutenable, et donc il y a un vrai besoin de repenser l'hôpital en lien avec son écosystème. L'hôpital ne peut pas seul faire de la prévention, il faut qu'il s'inscrive aux côtés de tous les autres acteurs, les professionnels de santé de ville, les communautés professionnelles territoriales de santé, qui sont des structures qui ont été créées récemment pour coordonner justement tous les acteurs en santé, mais aussi les associations de santé publique, de santé communautaire, etc., qui ont clairement un rôle à jouer et qui sont très actives sur le sujet de la prévention. L'école des hautes études en santé publique, où sont formés les directeurs d'hôpital, est engagée sur le sujet de la prévention, notamment autour de la notion d'exposome, donc qui est la notion d'exposition environnementale qui ont un impact sur la santé. Donc c'est au sens très très large, hein. Ça peut être à la fois l'environnement au sens littéral du terme, à savoir la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de la nourriture, mais aussi nos conditions de vie, si elles sont stressantes ou pas, nos relations sociales, ce qu'on mange, etc. Donc c'est un sujet qui est vraiment investi par l'école. Maintenant, je ne sais pas si c'est vraiment un sujet dont les directeurs d'hôpital se sont pleinement emparés pour le moment, notamment parce que on n'a pas forcément les clés pour, en tout cas on ne les a pas encore identifiées. Je ne suis pas sûr que les hôpitaux aient perçu l'étendue de l'action qu'ils pourraient avoir. Je pense que c'est encore quelque chose qu'on est en train de découvrir petit à petit. Notre marge de manœuvre, les hôpitaux ont clairement un rôle sur la partie diagnostic, notamment avec l'imagerie médicale, dès qu'il faut faire une radio, etc., une mammographie. Voilà. Il y a un rôle important. Il y a un rôle aussi important pour faire passer des messages, parce qu'on brasse quand même une population importante à l'hôpital, et donc c'est l'occasion aussi de faire passer des messages de prévention. Mais il y a aussi un enjeu, je pense, de plus en plus à faire agir l'hôpital hors les murs, à ce que l'hôpital sorte de ses locaux hospitaliers pour aller faire de la prévention en dehors. Et donc ça, il faut qu'on découvre petit à petit comment le faire, et comment le faire en bonne intelligence avec tous les autres acteurs, parce que ça sert à rien de faire des choses qui sont déjà faites par d'autres. Il faut plutôt allier nos forces. Par ailleurs, le modèle de financement de l'hôpital est complètement inadapté à la prévention. C'est-à-dire que le temps passé pour faire de la prévention est moins rémunéré que le temps pour faire du curatif, pour soigner les gens. Donc en fait, l'hôpital, financièrement, n'a aucun intérêt pour le moment à faire de la prévention. C'est pas pour ça qu'on n'en fait pas, mais c'est sûr que ça n'incite pas à le faire. Nous, en tant qu'élèves, directeurs et directrices d'hôpital, on est sensible au sujet. On a d'ailleurs une association qui anime notre vie quotidienne, au sein de laquelle on a différents pôles, dont un pôle qu'on a appelé le pôle PEPS, protection de l'environnement et promotion de la santé. Donc pour nous, c'est deux enjeux qui sont vraiment liés. Et c'est un pôle dont je fais partie qui a mené un certain nombre d'actions sur ces enjeux de prévention. On a notamment organisé une semaine ludique de lutte contre la sédentarité, puisqu'en fait, la sédentarité, c'est un enjeu dont on parle peu et qui en fait représente un enjeu de santé publique qui est énorme. C'est-à-dire qu'une personne qui reste assise plus de 8 heures par jour fait exploser son risque de mortalité entre 12 et 38%. C'est-à-dire qu'on a
on a un tiers de chances de plus de mourir qu'une personne qui bouge régulièrement, qui toutes les heures se lève, s'étire, etc. Donc nous, on s'est emparé de ce sujet-là. On a essayé de l'investir de manière ludique pour nous-mêmes au sein de la promotion. Mais on essaye aussi de porter le message en dehors, notamment en ce qui concerne les agents administratifs de l'hôpital, puisqu'en fait, nos agents administratifs à l'hôpital restent assis très longtemps. Et ça, c'est un vrai souci. Donc, il y a un enjeu à recréer nos environnements de travail, nos organisations, organiser des pauses actives, faire des réunions avec nos agents en marchant et pas forcément en étant assis, faire des réunions sur des manches debout qui facilitent le fait de se lever sans casser la dynamique de la réunion, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc nous, on essaye de se mobiliser sur ce sujet-là, se mobiliser aussi sur les enjeux environnementaux, sur les enjeux, on a aussi relayé les enjeux de dépistage sur les cancers, etc. Donc nous, on s'investit sur le sujet. Après, il se posera vraiment la question de comment on s'empare de ça une fois qu'on est en poste, à la fois pour nos agents, parce qu'il y a un vrai enjeu de promotion de la santé pour les agents de l'hôpital, mais aussi pour les populations des territoires sur lesquels on travaille. Alors, je rappelle effectivement qu'il est recommandé de se lever à peu près toutes les 2 heures. Donc même si vous avez un travail assis, vous pouvez vous lever pour aller vous faire un café, aller prendre un verre d'eau, marcher un tout petit peu, vous étirer. Vous avez maintenant même des montres qui vous le rappellent. Vous pouvez vous mettre ou un petit rappel sur le téléphone ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est vrai que c'est très important pour votre santé globale, votre bien-être physique et mental. Et ça avait été aussi rappelé pendant les JO de l'été dernier. Et le docteur Michel Simès était d'ailleurs l'ambassadeur un petit peu de cette lutte contre la sédentarité. Merci beaucoup, Diane, pour ces précisions. Le directeur d'hôpital est un acteur majeur de l'animation de la vie d'un établissement de santé. On vient de le voir. Alors, il assure, entre autres, la gestion de l'établissement. Il veille au maintien et au développement de la qualité de l'offre de soins. Sur cet aspect, Lucas, quels sont les leviers qui permettent, selon toi, de maintenir une offre optimale de soins aux populations dans le contexte budgétaire contraint que nous connaissons ? Alors, c'est un vrai enjeu, hein, bien sûr. L'hôpital fait face à des contraintes énormes qui s'imposent tant aux soignants que aux directions. Et ce qui conduit parfois à des situations qui sont complètement ubuesques. Je pense par exemple au nombre de médecins, par exemple. On a une population de médecins qui est limitée. Et donc, les établissements déploient des stratégies d'attractivité pour avoir plus de médecins. Sauf qu'en fait, comme le nombre de médecins est limité, finalement, attirer des médecins, ça veut dire les piquer aux autres. De la même manière, les hôpitaux doivent légalement mettre en place des actions en faveur de la transition environnementale. Sauf qu'en fait, ces actions, elles sont tellement énormes qu'on est incapable de les financer. Donc, il y a vraiment des injonctions contradictoires et des situations complètement ubuesques qui apparaissent. Et la question, c'est comment, collectivement, direction, soignants, agents logistiques, on s'empare de ces sujets-là. Il y a des actions à faire au sein de l'hôpital. Déjà, évaluer la pertinence des prises en soins qu'on fait et voir s'il n'y a pas un enjeu de recalibrage. Il y a peut-être des choses qu'on fait qui sont plus pertinentes et qu'il faudrait réorganiser certaines activités pour qu'elles collent plus aux besoins. Il y a un enjeu parfois paradoxalement à investir, c'est-à-dire que développer certaines activités qui vont rapporter de l'argent à l'hôpital, dans un contexte financièrement contraint, ça peut être une bonne solution. Bien sûr, c'est des calculs médico-économiques à faire, mais paradoxalement, quand on manque d'argent, parfois, il faut investir. Oui. Et puis aussi, et là c'est encore paradoxal, parfois la crise a du bon, c'est-à-dire que quand on est dans un contexte contraint, on est obligé de regarder si ce qu'on fait, c'est pertinent. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. Je pense par exemple, moi je suis très intéressé par la question des flux logistiques, parce que l'hôpital, on voit toujours les soignants, les médecins, les infirmières, etc. Dans les services, mais en fait on oublie que derrière, il y a des dizaines d'autres métiers qui font que l'hôpital fonctionne. Dans encore beaucoup d'hôpitaux, c'est les infirmières ou les aides-soignantes qui gèrent les stocks de linge, par exemple. Je ne suis pas sûr qu'en commençant leurs études d'infirmière ou d'aide-soignante, ces personnes-là avaient pour ambition de gérer des stocks de linge.
En fait, on a des agents logistiques qui sont là pour ça. On a des blanchisseurs, on a des blanchisseuses qui en fait, ont comme mission de gérer ça. Et donc maintenant, on a un vrai enjeu à libérer nos soignants de toutes ces tâches logistiques, la commande de repas, la gestion du linge, la gestion des problèmes quand on a une ampoule qui ne fonctionne pas, etc. Et à mobiliser d'autres acteurs sur ces sujets-là. Et en fait, si on n'avait pas de contraintes en ressources humaines, nos soignants qui sont complètement sous l'eau, on recruterait de nouvelles infirmières et donc on continuerait à avoir des infirmières qui gèrent des stocks de linge. La crise, en fait, le fait qu'on manque d'infirmières aujourd'hui, elle nous force à dire, on ne va pas recruter de nouvelles infirmières pour faire ça, puisqu'on ne peut pas. On va plutôt se dire, comment est-ce qu'on peut recentrer notre infirmière sur son rôle de soin et mettre les actions logistiques à la charge de quelqu'un d'autre, dont c'est la mission. Ensuite, au-delà de l'hôpital en tant que tel, moi je crois beaucoup dans les relais locaux. L'hôpital ne peut pas tout faire, il ne pourra pas tout faire. C'est une structure qui coûte immensément cher et donc c'est important qu'à l'hôpital, on se concentre sur les prises en charge les plus complexes, qui nécessitent un plateau technique, qui nécessitent de l'imagerie, des choses complexes, des compétences très, 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 très techniques. Et qu'il y ait plutôt des relais locaux qui fassent les soins de proximité. Donc moi, je crois beaucoup dans les maisons de santé pluriprofessionnelles, dans le rôle des médecins généralistes. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de médecins qui choisissent la médecine générale comme spécialité, aussi parce qu'ils ne veulent pas forcément avoir un exercice solitaire de médecin généraliste. Les maisons de santé pluriprofessionnelles, elles jouent un rôle là-dedans, puisque les jeunes aujourd'hui, ils veulent travailler en équipe, ils veulent un exercice salarié, ils veulent pas s'embêter avec toute la partie administrative qui incombe aux médecins libéraux qui travaillent seuls. Donc moi, je crois beaucoup dans ces relais locaux. Et puis, il faut aussi accepter que nos professionnels de santé, ils ont aussi des attentes pour leur propre carrière qui évoluent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un médecin généraliste de ville, il va plus se déplacer chez le patient comme il le faisait avant. Il y en a qui le font encore, mais de manière générale, ils ne le font plus. C'est une réalité, donc il faut qu'on voit comment on peut s'adapter. Donc les maisons de santé pluriprofessionnelles sont une réponse. Le fait de développer d'autres manières de travailler. Les infirmières en pratique avancée le sont aussi. Ça permet d'avoir des compétences renforcées sur le volet infirmier et de moins solliciter les médecins généralistes aussi. Il y a plein de choses qu'il faut qu'on pense. Et donc je pense que la contrainte a aussi du bon. Même si parfois il faut aussi taper du poing sur la table et dire qu'il y a des situations qui sont complètement ubuesques et anormales, notamment en termes de santé publique. D'où l'intérêt aussi d'améliorer la communication entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. C'est immensément important. Moi, j'y crois beaucoup à ces liens entre la ville et l'hôpital. Il y a un vrai enjeu de se connaître parce que la ville est une boîte noire pour l'hôpital et l'hôpital est une boîte noire pour la ville. Et c'est immensément complexe parce qu'en fait, les médecins de ville sont pour beaucoup libéraux, c'est-à-dire qu'ils sont autonomes dans leur pratique, ils sont éclatés, ils ne sont pas coordonnés, ils travaillent seuls et c'est normal. Et donc pour l'hôpital, c'est très compliqué de trouver le bon interlocuteur pour essayer d'avoir une approche globale de la ville. Et pour les médecins de ville, c'est très compliqué de comprendre l'hôpital parce que c'est une méga structure avec 50 services différents, avec des chefs de service, avec des pratiques différentes, avec des parcours de santé différents. Et donc, il y a un vrai enjeu à faire dialoguer les deux. Donc, la création des communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, est extrêmement importante pour ça. C'est en train de se mettre en place. Il y a certains territoires où ça marche très, très bien, d'autres où c'est encore en train de se mettre en place. Mais il y a un vrai enjeu à ce que les deux se parlent, notamment pour la fluidité des parcours, parce qu'en fait, on ne peut pas s'en sortir sinon. On arrive à la fin de cet épisode spécial. On a une dernière question pour ouvrir un peu sur le sujet. C'est une tradition dans J'ai une question docteur. On souhaitait évoquer avec toi une série médicale qui a beaucoup fait parler d'elle en France récemment. C'est la série Hippocrate, donc une série Canal+, une production Canal. En tant qu'élève directeur d'hôpital, as-tu vu cette série et qu'en as-tu pensé ? Oui, j'ai vu la série et le film Hippocrate, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs.
Je pense que c'était c'est une série en 3 saisons et un film qui sont importants parce qu'ils remettent un petit peu de réalisme dans les conceptions qu'on peut avoir de l'hôpital, loin de certaines séries, notamment américaines, qui non seulement ne correspondent pas à la réalité, mais notamment à la réalité française. Et donc je pense que c'est une série qui a joué un rôle assez important dans nos représentations de l'hôpital, qui a apporté un peu de réalisme. Parfois, il faut le dire, un peu caricatural, je pense. Je pense qu'il y a des choses qui sont très très justes dans cette série. Je pense à la première scène où l'interne arrive et doit aller chercher sa blouse et a une blouse trop grande, etc. C'est des choses qui arrivent. Alors aujourd'hui, les hôpitaux commencent à se rendre compte qu'en fait, c'est pas normal de pas faire un accueil digne de ce nom aux internes, et donc s'organisent pour que l'interne arrive et qu'il ait sa blouse, son badge, etc. Mais le fait est que c'est une situation que je pense de très nombreux internes ont pu vivre. Le fait de passer aussi dans les couloirs souterrains et de voir qu'en fait l'hôpital c'est pas juste les services, mais que c'est une vraie ruche où il y a des chariots de linge sale, des chariots de poubelles, etc. qui passent. Je trouve que c'est assez intéressant de voir ça. Je pense aussi la représentation du vertige que ça représente pour les internes d'arriver dans un service et d'être projetés en fait alors pas en autonomie, puisque les internes sont sous la responsabilité de seniors, mais d'avoir une masse de choses à faire et d'avoir une responsabilité extrêmement importante. Je pense que c'est très juste, au même titre que de voir, et ça on le voit rarement dans d'autres films ou séries médicales, des infirmières qui viennent sauver la mise aux internes ou aux médecins, parce qu'elles ont une expertise aussi, parce que elles ont l'habitude du service, elles sont parfois là depuis beaucoup plus longtemps. Donc je trouve ça important, la représentation aussi des médecins étrangers, et de montrer que en fait, eux aussi portent largement l'hôpital. Je trouve que c'est intéressant. Et il y a une autre notion, moi, que j'ai trouvée assez intéressante, c'est le côté acharnement thérapeutique aussi, dont on parle pas mal en ce moment sur la question de la fin de vie et de la fin de vie digne des patients, avec des dilemmes éthiques, des différences de culture aussi entre certains médecins notamment qui veulent à tout prix essayer de sauver le patient, et ça se comprend parce que on a des techniques médicales maintenant qui permettent de sauver à tout prix un patient, et le souhait des familles et des patients qui en fait ne veulent pas cet acharnement, et donc choix qu'il faut bien sûr respecter. Par contre, il y a évidemment aussi des caricatures qui sont faites et des manques aussi. Je pense notamment à la représentation des directeurs d'hôpital dans la série, où en fait, dans les 2 premières saisons de la série, la direction est quasiment absente, rarement sympathique, et y compris dans le film. Et alors on voit un peu plus la direction dans la 3e saison, mais seulement quand ça va très très mal. En réalité, la direction, elle est en permanence en lien avec les services, notamment quand ça va mal, mais aussi pour porter des très beaux projets. Et donc, je pense que c'est important de ne pas se limiter à cette représentation-là de la direction de l'hôpital, parce qu'en fait, sinon, ça ne fait que alimenter des représentations où, en fait, on a deux mondes qui s'opposent à l'hôpital, à savoir l'administratif et le soignant, alors qu'en fait, en réalité, les deux sont ô combien liés et ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, en fait. C'est vrai. Et quand même, merci à Thomas Lilti pour cette belle série. Tout à fait. C'est vrai que là, j'ai aussi la chance de la regarder à posteriori, après la fin de mon cursus médical. Et j'ai été notamment aussi très touchée, parce qu'on est quand même sur le thème du management de l'hôpital, sur la souffrance des internes qui a été mise en avant. Et le management, c'est vrai que, bon, on pense à la direction de l'hôpital, mais c'est aussi la direction des services et la façon dont on est seniorisé. Et ça, c'est un sujet auquel il faut penser et repenser. Je pense qu'il y a tout un tas de générations d'internes qui ont malheureusement essuyé les pots cassés du manque justement de formation en management des médecins, puisque c'est un métier, ça s'apprend. À la fois de gérer des équipes, d'être pédagogue, etc. Et il y a des médecins qui le font extrêmement bien, mais il y a d'autres équipes où c'est plus compliqué.
Et in fine, ce sont souvent les internes qui dégustent, mais aussi le reste de l'équipe et puis surtout les patients. Donc c'était important de mettre ça en avant. Voilà. Je pense que c'est effectivement un enjeu important parce qu'en fait, on a un vrai changement de culture au niveau médical. Les attentes des jeunes médecins ne sont pas du tout les mêmes que les générations précédentes et c'est normal, hein, c'est comme dans le reste de la société. Et il y a un enjeu à adapter aussi nos organisations et les directions ont un vrai rôle dans l'accompagnement des chefs de service pour créer des projets médicaux, des projets de service qui sont porteurs pour les jeunes, créer des projets managériaux, développer les compétences psychosociales, la gestion de conflits, la prévention des risques psychosociaux, etc. Il y a un vrai enjeu d'accompagnement parce que en fait, les médecins ne sont pas formés à ça dans leur formation initiale et ça ne s'apprend pas en claquement de doigts, le fait d'être chef de service. Donc moi, je ne leur jette pas la pierre, je pense qu'il faut les accompagner et c'est quelque chose qui va se mettre en place progressivement, mais qui est effectivement essentiel pour qu'on ait des nouvelles générations de médecins qui viennent à l'hôpital. Sinon, les gens fuiront l'hôpital et c'est triste parce que l'institution hospitalière est un projet magnifique. Il est désormais temps de conclure. Le management de la santé implique, on vient de le voir, des enjeux divers, tant humains qu'éthiques, sociaux ou encore économiques. Un management donc rénové et efficace pourrait passer par une meilleure articulation entre la prévention et la guérison. L'hôpital et plus généralement les politiques de santé en France en sortiront à coup sûr gagnants. Merci beaucoup Diane et Lucas pour cet échange très enrichissant. Merci à toi Lucas d'être venu, j'étais vraiment honorée de te recevoir à JUQD et voilà, on est très content que tu sois là aujourd'hui. Merci à tous les deux. On se retrouve dans 2 semaines pour un épisode qui sera consacré à la vaccination. D'ici là, bonne journée à tous et bien entendu, prenez soin de vous.